Bonsoir, mesdames, messieurs. Cette vidéo porte sur le séminaire méthodologie de la recherche. Alors, c'est un séminaire transversal qui concerne autant les étudiants du Master 1 que les étudiants du Master 2. Je voudrais déjà vous dire que vous pouvez vous référer aux anciennes vidéos que je vais à poster, dans lesquelles je donne beaucoup d'éléments sur la méthodologie de la recherche, sur la rédaction des mémoires de master ou les rédactions de thèse, sur les travaux, etc. J'ai cru utile de revenir en cette année 2024 sur toutes ces questions, parce que j'estime qu'il est toujours important de rappeler et de compléter l'information afin de faciliter votre travail de recherche. Donc, en suivant cette vidéo, je vous prierai de suivre toutes les autres vidéos dans lesquelles j'interviens sur ce sujet, parce que dans le cas de cette vidéo, je ne vais pas détailler certains points. Parce que je me dis, il n'est pas nécessaire de revenir sur tout. Surtout que je voudrais que cette vidéo soit un peu plus courte que les précédentes, afin d'aller à l'essentiel et vous indiquer quels sont les éléments les plus importants dans la méthodologie. Je voudrais d'abord rappeler le contexte, même aujourd'hui, avec le système LMD, les problèmes auxquels nous faisons face, avec les questions de l'intelligence artificielle, avec les problèmes des réseaux sociaux, tout ça. Parce que tout ça, ça a des conséquences sur la formation universitaire et sur la recherche. Alors, je voudrais d'abord rappeler que les étudiants que nous accueillons, lorsque vous venez poursuivre votre formation de master, vous avez déjà un background. Vous avez certainement fait des études, vous avez une licence, donc vous n'êtes pas un étudiant nouveau. Vous avez parfois déjà des diplômes universitaires, donc vous avez été formaté là où vous avez fait les études, même si vous les avez faites avec nous, mais c'est passer de la licence au master, c'est autre chose. Voilà. Donc, nous ne sommes pas responsables de votre formation universitaire initiale, je le dis. Vous avez fait une formation et nous le constatons parfois que cette formation parfois comporte des lacunes, etc. Vous avez fait par exemple des études de droit, mais lorsqu'on vous pose des questions sur des choses simples comme faire la part des choses entre les droits patrimoniaux et les droits extra-patrimoniaux, vous n'arrivez pas à distinguer. Vous n'avez pas suivi des cours de méthodologie depuis le début de votre formation, donc vous ne savez pas ce que c'est, par exemple, la méthodologie juridique. Vous n'avez pas, pour certains, un vocabulaire juridique approprié, donc vous n'avez pas les connaissances de base dans certaines branches du droit, notamment le droit international, parce que vous avez fait peu de cours en droit international. Vous ne savez pas faire la distinction, par exemple, entre un traité et une simple résolution. Lorsqu'on vous demande de faire la part des choses entre la responsabilité pour fait illicite et la responsabilité pour risque, vous ne savez pas. Bref, vous avez tous ces problèmes. Nous, on ne peut pas intervenir sur tout. Ce n'est pas possible. Nous n'avons ni les temps, ni les moyens, ni les ressources pour faire tout ça. Donc, dans le système LMD, l'étudiant est lui-même également acteur de sa formation. Au-delà de ce que lui est proposé en cours, en salle de classe, en présentiel ou distanciel, il se doit de compléter sa formation. C'est à lui de travailler également sur ses limites et sur ses lacunes. Naturellement, nous accompagnons, mais nous ne pouvons pas imaginer tout. C'est pour ça que je dis toujours que si vous voulez réussir vos études universitaires, vous devez considérer cela comme d'abord un investissement personnel. Ce n'est pas
à l'enseignant d'université de vous transformer par baguette magique, de prendre tout sur lui. Non, l'étudiant est d'abord le premier investisseur de sa réussite. Et s'il ne comprend pas ça, évidemment, il vivra dans une sorte d'illusion où il pense que quelque part, il y a un qui, en le touchant, en lui adressant un serment, fera de lui un être nouveau. Non. C'est se bercer d'illusion que de croire à ça. L'université n'est pas faite pour ça. Ce n'est pas une école de magiciens. Non, ce n'est pas ça l'université. Vous devrez donc travailler sur votre personnalité. Moi, je rencontre des étudiants qui ont des difficultés oratoires, qui ne peuvent pas tenir un exposé clairement sans faire une faute toutes les 2 phrases. Donc, mais ça, il faut le travailler, votre art oratoire. Parce que la parole a un sens. Si vous êtes intellectuel, vous allez intervenir dans des réunions, dans des conférences, vous irez peut-être faire des cours, vous ferez des formations, vous allez animer des réunions dans votre lieu de travail, etc., etc. Donc, vous devrez améliorer votre éloquence, votre art oratoire. Oui. Donc, on ne va pas multiplier les cours, faire des cours pour ceci, faire des cours, non. C'est à vous d'investir sur vous. J'insiste sur le fait que dans le système LMD, l'étudiant est le premier investisseur de sa réussite universitaire. Et donc, les autres, qui sont des parties prenantes, qui sont ses partenaires, doivent l'accompagner, doivent s'acquitter de leurs obligations en matière de formation, d'encadrement et d'accompagnement. Mais si l'investisseur principal n'est pas soucieux de la réussite de son entreprise académique, il va dire que cette entreprise va faire faillite. Voilà l'idée que nous voulons véhiculer au travers de cette vidéo et vous rappeler vos devoirs en tant qu'étudiant dans le système LMD. Vous êtes le premier investisseur de votre formation. C'est vous qui mettez de l'argent, qui mettez de l'énergie, qui mettez de l'intelligence, qui mettez de l'amour dans votre réussite académique. Et ne vous défoncez pas sur les autres, que vous êtes un saint et que ce sont les autres qui sont responsables de tout, de vos échecs. Non, ce n'est plus. C'est parce que le système universitaire évolue en fonction des contraintes. Il faut le comprendre, cela. Et c'est à ça que je vous invite tous dans le cadre de cette vidéo. Il faut avoir l'ambition de faire une belle réussite universitaire. Il faut avoir l'ambition. L'excellence académique ne se décrète pas, ça ne s'invente pas, ce n'est pas de manière incantatoire. Et ça se travaille, parfois durement. Ça se prépare, on doit apprendre, comme on dit, à tailler la pierre. On doit apprendre à polir la pierre. C'est ça le savoir universitaire. Ça ne se crée pas par enchantement, ça se crée par travail, expérience, capitalisation de l'expérience, par les échanges, par des discussions, etc., des lectures, tout ça, etc. Je rappelle aux uns et aux autres que Internet n'est pas venu remplacer les bibliothèques. Les bibliothèques existent toujours. Les bibliothèques existent. De plus en plus, je vois des étudiants qui pensent que Internet, donc avec Internet, il n'y a plus de bibliothèque. Si un document n'existe pas sur Internet, donc ce document n'existe pas. Non, mais ce document peut exister à la bibliothèque en version papier et vous devez aller à la bibliothèque, le chercher là où il se trouve. Donnez-vous la peine d'aller à la bibliothèque pour trouver des ouvrages que vous ne trouvez pas sur Internet. Il y a des documents qui ne sont pas sur Internet. Voilà. Vous ne pensez pas que votre téléphone, c'est votre bibliothèque. Non. Votre téléphone n'est pas votre bibliothèque. Les bibliothèques existent. Il faut y aller. On doit aller chercher les documents, etc. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec Internet, on a une facilité extraordinaire. Mais il y a bien des choses qui n'existent pas sur Internet. Il faut aller les chercher. Tout n'est pas dans Internet. Il y a des choses qui existent en dehors d'Internet. Donc, j'insiste sur ce point pour que vous puissiez réussir vos recherches, réussir vos mémoires, réussir
vos thèses, que vous soyez en master 1, master 2 ou en doctorat, ceci concerne tout le monde, concerne votre attitude vis-à-vis de votre réussite en matière de recherche. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, comme je l'ai indiqué, l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, avec le développement fulgurant de l'intelligence artificielle, il va de soi que ça nous facilite les choses. Lorsqu'on fait la recherche, on peut poser des questions à ChatGPT qui vous répond comme ceci, etc., etc. Et puis bon, voilà, ça simplifie. On peut demander des tas de choses. Et ça se fait avec une aisance incroyable. Et c'est bien que ça soit ainsi. Personnellement, je ne suis pas contre l'intelligence artificielle. Je souhaite même que l'intelligence artificielle apporte un peu plus de réponses aux problèmes précis que l'on se pose dans le domaine universitaire. Qu'il n'y ait pas trop de réponses génériques, qu'on puisse avoir des réponses assez précises. Et c'est bien, ça faciliterait beaucoup de choses. Pour ça. Mais attention, on doit se garder de se noyer dans l'océan de l'intelligence artificielle. On doit toujours avoir à l'esprit que l'intelligence artificielle est un instrument de travail. Mais c'est vous qui travaillez. Je dis, c'est un instrument de travail. Mais l'intelligence artificielle ne vient pas à remplacer votre cerveau, parce que c'est votre cerveau qui doit travailler. Votre cerveau peut recourir à l'intelligence artificielle comme instrument. Il faut donc faire attention. Si vous voulez externaliser votre cerveau, c'est que vous n'en aurez plus un. C'est aussi simple que ça. Voilà, vous aurez une pâte blanche dans le crâne, mais ce n'est pas un cerveau. Parce qu'un cerveau, c'est quelque chose de magique, avec des neurones qui fonctionnent, avec de l'énergie, qui enregistre des informations, qui les traite. Il y a la mémoire, il y a des tas de choses. Voilà. C'est ça un cerveau. Un cerveau, ce n'est pas un bout de pâte blanche dans le crâne qui n'a pour fonction que taper les doigts sur le téléphone et sur l'ordinateur. Non, 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 c'est pas ça. Donc il faut revenir à ce qui est essentiel. L'intelligence artificielle est un outil. Et comme tout outil, il y a le positif et le négatif. Je ne dis pas que l'intelligence artificielle est à prohiber, non. Il est important que vous puissiez recourir à l'intelligence artificielle dans les limites du respect des droits de propriété intellectuelle. Ce n'est pas un océan de pirates. Ne vous transformez pas en pirate du savoir. Non. Le savoir, il faut l'apprendre. Ne cherchez pas à le voler. Il faut l'apprendre. Ne devenez pas des pirates du savoir. Ne faites pas du gangstérisme. Vous allez sur l'internet, on pose une question et puis on vient remettre son devoir ou son mémoire sans même relire, bon, parce que l'intelligence artificielle a dit. L'intelligence artificielle, attention, c'est une vérité, mais ce n'est pas la vérité. Parce qu'au fond, ce sont des interactions de données, l'intelligence artificielle. Si les données sont fausses, les réponses seront approximatives. Donc il faut se garder ça. Donc ça, c'est un défi sur lequel on insiste. Faites vos travaux, faites travailler votre cerveau, parce que c'est un bien pour vous, parce que votre cerveau s'améliore, améliore ses capacités en fonction des travaux que vous réalisez. Si vous voulez tout externaliser, j'insiste sur ça, alors vous n'aurez plus de cerveau, vous aurez une pâte blanche dans le crâne, mais ça, c'est pas un cerveau. C'est pas un cerveau, vous devenez un robot. Dès qu'il y a une question, on va sur ChatGPT, on trouve la réponse, on prend la réponse, on copie-coller, on met sur la feuille et puis paf, on imprime. Voilà. Mais non, vous n'êtes pas un robot. Faites attention. Troisième point, c'est les droits de propriété intellectuelle. De plus en plus, on ne prend plus en considération les droits de propriété intellectuelle. On prend tout, on pille tout, on mélange, tout ça, etc. Et puis, bon, voilà. Non, ça, ce n'est pas des mémoires. Voilà. Gardez-vous de faire ce genre de choses, d'aller piller
sans vergogne les travaux des autres, et puis bon, après vous dites non, j'ai fait, non, vous n'avez pas fait de mémoire. Madame, messieurs, c'est un danger pour vous. Mieux vaut que vous soyez évalué sur les travaux originaux que vous avez produits. On va vous critiquer, on va vous donner des conseils, mais vous allez vous améliorer. C'est ça l'objectif. Voilà. Vous allez vous améliorer. Demain, vous ferez des publications plus intéressantes, plus pertinentes, etc. Parce que vous avez pris la peine de travailler et de vous confronter aux difficultés de la production scientifique. C'est ça le résultat. Parce que ça ne sort pas comme ça. Il faut aussi confronter, on écrit des choses, parfois que les autres vont apprécier, parfois les lecteurs ne vont pas apprécier, on va trouver que là vous vous êtes trompé, vous avez insuffisamment informé votre lecteur, l'argumentation est biaisée, vous avez écrit des choses, il n'y a pas de jurisprudence, il n'y a pas de doctrine, il n'y a pas de référence textuelle, bon bref, mais on apprend à écrire. On apprend à écrire et on s'améliore. C'est pour ça que je fais ces recommandations, pour comprendre le contexte dans lequel on évolue aujourd'hui. Parce que dans mes précédentes vidéos, je n'ai pas insisté sur l'intelligence artificielle, je n'ai pas insisté, outre mesure, sur les droits de propriété intellectuelle. Et tous ces éléments nous amènent donc à voir pour cette année qu'est-ce qu'on attend de vous en termes de recherche, notamment dans le domaine des droits de l'homme, de l'action humanitaire, de l'environnement, de toutes les recherches qui concernent votre formation avec nous. Alors, évidemment, comme je l'ai indiqué, je vous renvoie sur certains aspects techniques aux vidéos précédentes sur lesquelles je reviens, sur des détails, nous donnons beaucoup de détails, je crois que nous avons déjà fait 4-5 vidéos sur ça. Il y a des points sur lesquels nous allons passer rapidement. D'abord, en ce qui concerne les travaux, j'insiste sur ce point, je parlerai des mémoires, tout ça, mais comme je parle à tout le monde, je vais donner tout ce qui est exigé. D'abord les travaux, c'est-à-dire que les devoirs, les examens, tout ça, etc. Tout ça, il y a 3 objectifs que nous visons dans les travaux qu'on vous propose. Il y a des objectifs cognitifs, il y a des objectifs méthodologiques, il y a des objectifs critiques. Les objectifs cognitifs d'abord. Ce que nous voulons, à travers les évaluations que vous faites, c'est que vous soyez capable de comprendre l'essentiel du droit, des enjeux sociopolitiques qui leur sont rattachés, des impacts que peuvent avoir les règles et leurs interactions sur la société. Vous devrez aussi être capable, en faisant ces travaux-là, de proposer des solutions innovantes, de proposer la meilleure façon de résoudre les problèmes qui sont soulevés dans les cas que vous travaillez. Il va de soi que la compréhension, la lecture obligatoire et la compréhension du cours vous permet de mieux faire vos travaux. Mais nous proscrivons la mémorisation. On ne vous remet pas les cours pour les mémoriser, parce que la mémorisation ne conduit qu'à une accumulation d'informations, mais sans esprit critique. Donc c'est pas bien, puisque nous voulons que vous puissiez avoir un esprit critique. Donc nous ne demandons pas de mémoriser le cours, ça n'a aucun intérêt. Et à l'objectif méthodologique, vous devrez apprendre à identifier les caractéristiques propres à chaque méthodologie. C'est important. Il y a plusieurs méthodologies. Il faut savoir quelle est la bonne méthodologie adaptée au sujet que vous traitez. L'objectif critique, c'est le travail scientifique doit cultiver en vous une capacité de jugement autonome. Vous voyez, vous devrez être un esprit éveillé, un esprit critique par rapport à l'objet de votre
évaluation à l'objet scientifique que vous étudiez. C'est cet esprit éveillé et cet esprit critique qui vous permettra, comme ça, de s'attaquer à divers sujets et d'être toujours très vif et vivant lorsque vous avez en face de vous un problème à résoudre. Pour l'attitude à avoir, je dis quelques conseils. Il faut souvent bien lire le sujet. Vous voyez? Il faut bien lire le sujet. Je vois dans beaucoup de cas, on donne des sujets, les gens commencent déjà à imaginer des choses sur le sujet. Certains ne lisent même pas le sujet, écoutent simplement ce que le collègue a dit sur le sujet et plongent le travail. Donc, vous devez prendre la peine, quand on vous donne des évaluations, de lire 2-3 fois le sujet, de souligner, vous devez avoir un surligneur, souligner les concepts clés, les expressions qui vous semblent être déterminantes dans la compréhension du sujet, et essayer de revenir 2-3 fois pour se poser la question, mais de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'on veut dire dans ce sujet, quel est le travail qu'on attend de moi sur ce sujet. Vous devez lire votre sujet. Vous ne lisez pas les sujets. Dès qu'on donne un sujet, vous tombez, ou vous faites des analogies. Bon, ça, on avait donné ça l'année dernière. Un tel m'avait dit que, bon, ils avaient répondu comme ceci. Mais non, c'est peut-être pas le même sujet. Peut-être qu'il y a eu une virgule. Peut-être qu'il y a eu une conjonction de coordination qui a été rajoutée. Donc, ce n'est plus le même sujet. Attention. Il faut lire les sujets. Et ça, vous ne le faites pas souvent. Lisez, même lorsque c'est un cas pratique qui est long, prenez la peine tranquillement de le lire pour comprendre, essayez de comprendre l'histoire qui est derrière le cas pratique et qu'est-ce qui vous est demandé comme travail à faire sur ce cas pratique. Quelles sont les orientations qui ont été données? Quelles sont les exigences en termes de normes de rédaction qui sont imposées dans le sujet? Vous devez donc comprendre tout ça avant d'attaquer un sujet. Ensuite, une fois que vous avez lu le sujet, je vous conseille les méthodes classiques. Aujourd'hui, avec les téléphones, les ordinateurs, bon, il n'y a plus de brouillon papier. Parce qu'on se dit, oui, mais on n'a pas le temps, je passe directement. Non. Mais parfois, vous pouvez prendre une feuille de papier pour noter certaines choses importantes. Ce n'est pas revenir au Moyen-Âge que de faire un brouillon, de le relire, le brouillon, avant de mettre tout ça au propre sur sa copie, même si on utilise un ordinateur. Ensuite, une fois qu'on a mis au point, on doit construire un plan pour répondre. Alors, je ne veux pas vous dire qu'il y a un plan à imposer, il faut faire ceci. Pour ce débat-là, on l'a déjà eu, je suis revenu là-dessus plusieurs fois. Toujours est-il qu'il faut construire un plan et puis passer à la rédaction de votre sujet. Naturellement, la rédaction d'un sujet doit comprendre une introduction, le corps du sujet, puis une conclusion. C'est basique et classique. Les travaux qui sont proposés, ce sont des travaux classiques que nous avons à l'université. La dissertation, les commentaires des textes ou commentaires d'arrêt parfois, l'analyse des textes, la note de synthèse, le cas pratique ou la consultation, comme on le dit. Voilà, donc ce sont ces travaux, généralement, qui sont au-delà des travaux comme les procès simulés, qu'on ne fait plus parfois trop, parce que c'est prénom, bref. Donc ce sont les mêmes travaux. Il suffit simplement parfois de lire des ouvrages complémentaires qui parlent en détail de tout ça, de tous ces sujets. Il n'y a rien de nouveau, ce sont les mêmes exercices. Ici et là, sur tel point, tel enseignant parle plutôt que c'est comme ceci, tel autre. Mais ça fait partie de la beauté de la discussion, qu'il n'y a rien de nouveau. Lisez votre cours d'ailleurs. Dans le cours, je reviens sur les explications à donner sur chaque exercice ou sur chaque évaluation. Qu'il s'agisse de la dissertation, du commentaire de texte, du cas pratique, etc. Tous ces travaux sont expliqués, et je ne vais pas, comme je l'ai dit dans les autres vidéos, je suis revenu en détail sur tous ces travaux.
Et donc, vous pouvez relire, revoir ces vidéos, prendre des notes pour pouvoir avancer. Je ne vais donc pas ici rentrer dans les détails. J'insiste simplement sur un point, notamment lorsque vous faites des cas pratiques. Il faut qu'on puisse, par exemple, voir une qualification des faits. Il faut qu'on puisse avoir, par exemple, le problème de droit, objet, discussion. Il faut que la règle de droit dans votre argumentation soit clairement annoncée, qu'on voit des cas d'application, notamment la jurisprudence, si elle existe, tout ça, etc., qu'elle soit nationale ou internationale. Il faut qu'à la fin de votre cas pratique, que vous ayez proposé la solution en droit et en fait que vous envisagez pour résoudre ce problème. Oui. Donc, cette structure est importante pour comprendre votre travail. Ça, c'est pour les travaux. Nous avons pour le Master 2 la rédaction d'un projet d'intégration professionnelle qu'on appelle le PIP. Le PIP est un document qui porte sur un projet. Alors, ça comprend des rubriques. Nous avons d'abord la page de garde, comme classique, il faut respecter les normes, le nom de l'université, le nom du candidat, etc., le titre du projet, peut-être le logo, l'année, ça c'est quoi. Puis vous avez à la page 2 le résumé de votre projet. À la page 3, vous indiquez le contexte et la méthodologie d'élaboration de ce projet. À la page 4, vous donnez le cadre logique. J'en ai parlé tout à l'heure dans le séminaire sur le management de projet. Puis vous indiquez la faisabilité de votre projet, notamment sa faisabilité juridique. Ensuite, vous parlez de la description détaillée, vous décrivez de façon détaillée le projet sur 4-5 pages. Puis, vous indiquez quelles sont les ressources humaines qui seront liées au projet, quel est leur profil. Puis, vous donnez la planification de l'ensemble des activités, vous donnez le business plan, sur une page maximum, l'esquisse d'un business plan. Qu'est-ce que vous entendez comme ressources financières, si éventuellement vous devez mettre en œuvre le projet, etc. Donc ça, il faut bien indiquer ça dans son business plan. Il faut donner l'organigramme de gestion du projet, c'est une équipe de combien de personnes, qui en est le patron, etc. etc. Bref, tous ces éléments sont importants pour un PIP. Faites l'analyse des risques, indiquez quelle est la gestion opérationnelle du projet, son cas de suivi et évaluation, et puis à la fin, vous donnez la présentation du leadership du candidat ou de l'équipe. Voilà. Donc voilà la structuration. Prenez le document, c'est assez simple. Donc le PIP sur 25 pages à peu près. Donc tout est structuré. Vous reprenez comme ça, et puis vous avez votre PIP. À côté du PIP, il y a le rapport de stage. La durée de stage ne doit pas être inférieure à 60 jours, c'est-à-dire 2 mois, et inférieure à 300 heures de travail ouvré. Donc, le rapport de stage que vous allez déposer ne doit pas dépasser 20 pages. Important. Ne doit pas dépasser 20 pages. Il se structure comme suit. Il y a une introduction sur une page à peu près. Il y a une présentation succincte de l'entreprise ou de l'organisation où vous avez fait le stage. Vous présentez ceux qui vous ont accueilli. Donc sur 2 pages maximum, il y a la description de la mission, vos responsabilités, les tâches qui étaient les vôtres au sein de l'entreprise. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Alors, vous n'êtes pas parti faire un stage de master ou de doctorat pour servir le café. Donc vous avez une responsabilité. Vous faisiez quoi exactement? Vous devrez indiquer quatrièmement le déroulement de votre stage, quelles sont les activités réalisées, les initiatives personnelles que vous avez eu à prendre. Cinquièmement, quels sont les problèmes que vous avez rencontrés et les solutions que vous avez proposées. Sixièmement, comment vous évaluez vous-même vos performances au sein de cette entreprise, votre positionnement, vos prises de position, les contradictions que cela pourrait générer vis-à-vis de votre patron ou vis-à-vis des collègues, etc. Donc vous faites votre auto-évaluation. Quelles sont les recommandations que vous formulez
à la fin du rapport, sur 1 ou 2 pages, et quelle est la conclusion finalement à tirer de cette expérience que vous pourrez capitaliser. Voilà la structuration de votre rapport de stage. Donc, vous avez un paper à faire, vous avez un rapport de stage. Là, je parle des étudiants du Master 2, qui a l'obligation, parce qu'en Master 1, on n'a pas cette obligation, elle intervient plus tard. Il faut regarder votre programme. Alors, on en vient au projet de recherche. Vous devrez, lorsque vous êtes en Master 1, à la fin de l'année, c'est-à-dire qu'en juin, déposer un projet de recherche qui fait l'objet d'une note, d'une correction et d'une note. Donc le projet de recherche est obligatoire pour le Master 1, comme le projet de mémoire est obligatoire pour le Master 2. Il faut donc savoir qu'est-ce qu'on va retrouver dans le projet et comment s'y prendre. Alors, je vais expliquer cette fois-ci les choses assez simples. Vous ferez les détails techniques dans notre vidéo. Lorsque vous avez un sujet de mémoire, prenez le sujet tel que vous l'écrivez, vous mettez ça sur Google. Je vous conseille ça. Mettez ça sur Google ou sur tout autre moteur de recherche. Puis regardez ce qui sort comme document, etc. Vous regardez. Peut-être que vous trouverez un document, peut-être que vous trouverez une thèse qui traitait presque la même question, etc. Donc, vous faites ça, et puis ça vous permet de voir toutes les sources qui sont données. Évidemment, comme je l'ai dit, Internet ne donne pas tout, Google ne donne pas tout. Mais c'est déjà une bonne démarche de le faire. Comme ça, ça vous permet d'élaguer certaines choses. Donc, vous devez le faire. Et ensuite, la question des sources. Vous travaillez sur des questions parfois juridiques, il vous faut des sources. Quels sont les textes de loi, quelles sont les conventions, etc., qui touchent le sujet. Quelle est la jurisprudence que vous avez, la jurisprudence internationale ou la jurisprudence des pays, etc. Vous devez avoir tout ça. Donc, pour le Master 1, le document que vous avez demandé en juin, il devra informer sur le contexte, donc il comprend le contexte, et il comprend la clarification des concepts, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'explication des concepts, donc la clarification des concepts, et la délimitation du sujet dans sa triple dimension temporelle, spatiale et personnelle. Donc il faut que vous puissiez délimiter le sujet. Quel est le territoire du sujet? Le temps que vous prenez et la matière que vous utilisez. La délimitation matérielle également. Vous devrez aussi indiquer l'intérêt et la question de recherche. C'est très important pour votre projet de recherche. Donc tout ça est expliqué dans le document, c'est pour ça que je ne vais pas m'étendre là-dessus. Donc je récapitule. Il y a dans le projet, vous allez donner le contexte, vous allez faire une analyse conceptuelle, c'est-à-dire que la définition des concepts, etc., etc. Vous faites la délimitation du sujet, la délimitation spatiale, la délimitation temporelle, la délimitation matérielle, tout ça. Vous devez indiquer l'intérêt de votre sujet, l'intérêt scientifique, l'intérêt social. Vous devez nous faire le point sur le savoir sur la question, ce que nous appelons couramment la revue de littérature, dire qu'est-ce qui a été publié sur le sujet, qu'est-ce qui a été dit, qui est utile, parce qu'avant qu'on ne vous écoute, on aimerait bien faire le point sur le savoir, toutes les publications qu'il y a eu sur le sujet, qu'elles soient des publications directes ou indirectes, ça nous permet d'être mieux informés sur le sujet. De cette revue de littérature vous conduit à formuler votre problématique, c'est-à-dire quel est le problème que pose le sujet que vous avez choisi, comment cette problématique se décline en question centrale éventuellement, ou en question secondaire, etc. Puis cela vous amènera à formuler votre hypothèse. Quelle est finalement l'hypothèse de recherche que vous formulez? Puis, quel est le cadre méthodologique
que vous avez choisi, quelle est la méthode d'analyse que vous avez choisie et quelles sont les techniques de recherche éventuellement que vous comptez employer pour ce sujet. On peut rajouter, lorsqu'il s'agit du Master 1, indiquer le déroulement de cette recherche, qu'est-ce que vous avez fait comme recherche, ou quand, difficulté, etc., vous donnez tout jusqu'à aboutir à l'articulation de votre sujet. Voilà les différentes parties que je vous recommande dans la construction de votre projet à déposer. Il va de soi que tout ça se fait avec rigueur, et en réalisant vos documents, vous verrez qu'il y a eu quand même beaucoup de choses. Donc, bref, voilà les éléments essentiels que je voudrais mettre à votre attention. Alors, je termine sur deux choses importantes. Un, le plan détaillé de votre travail et la bibliographie. Alors, le plan détaillé, on ne va pas chercher loin, c'est dans votre travail. Vous allez faire un bon plan détaillé qui structure le sujet, la compréhension du sujet. Puis vous allez faire une bibliographie selon les normes de rédaction qui figurent dans votre cours. C'est très important, dès le départ, de bien travailler sa bibliographie, de connaître. Alors, on ne va pas connaître tout le monde, on va découvrir plus tard tel auteur, mais au moins, on a l'essentiel des informations disponibles sur le net dans votre bibliographie pour actualiser avec des rubriques qui comprennent des articles publiés récemment dans les grandes revues scientifiques. Donc tout ça, c'est important. Voilà le travail que vous devez faire. Je résume, pour le Master 1, c'est un projet que vous allez déposer en juin, en présentation sur le. Pour le Master 2, c'est le mémoire. Vous allez déposer votre mémoire pour aller vers une soutenance publique de votre mémoire. Pour les doctorants, bon, mais on est toujours au stade du projet de thèse. Mais il faut que cette fois-ci, que les choses soient clairement dites. Voilà. Donc, voilà, mesdames, messieurs, les éléments complémentaires que je voudrais vous partager au sujet du séminaire sur la méthodologie de la recherche, en réitérant le souhait que vous puissiez consulter les autres vidéos où je me suis déjà appesanti sur ces sujets, et il m'a semblé nécessaire de vous faire ces rappels-là sans pour autant revenir sur ce qui a déjà été publié, dit que vous trouvez dans les autres vidéos. Je voudrais terminer pour dire que la recherche n'est jamais terminée, que jusqu'à la dernière minute, on peut toujours rectifier les choses, tout ça. C'est pour ça que je vous conseille de ne pas trop stresser. Vous travaillez sur des sujets, ben, travaillez. Après, s'il y a des corrections, on peut toujours arranger un plan, on peut toujours ajouter une expression, retirer une expression, etc. Et il ne faudra pas faire la recherche et être stressé en disant « oui, mais est-ce que je pourrais ?» Non, faites votre recherche. Les pairs vont évaluer, on va regarder, on va vous corriger. Et chemin faisant, ben, vous apprendrez à faire la recherche, vous apprendrez à écrire et à publier des travaux scientifiques. Voilà, je vous remercie pour votre attention.